Pourquoi es-tu assise là? Ma mère est debout, lève-toi immédiatement, a crié mon mari dans le bus bondé en me saisissant le bras. J'étais enceinte de 9 mois. Les passagers se sont figés. Puis une femme âgée inconnue a dit haut et fort une seule phrase. Mais avant de continuer, veuillez écrire dans les commentaires de quel pays vous regardez cette vidéo. Bonne écoute. Vera, à son 9e mois de grossesse, se sentait plus comme un citron pressé qu'une future mère. L'appartement où elle vivait depuis 3 ans était imprégné de la vie de quelqu'un d'autre, le domaine de Nona Arvna, la mère d'Igor. Vera se sentait comme une invitée indésirable ici. Chaque objet, chaque meuble semblait crier la présence de sa belle-mère. Igor était comme une ombre, toujours tapis au bord de sa vision. Contrôle, c'était le mot qui décrivait le mieux leur relation. Et elle contrôlait ses finances, même si Vera, en tant que comptable dans une petite entreprise, était le principal soutien de famille. Et elle contrôlait ses interactions, son apparence, ses pensées. Et elle semblait même essayer de contrôler ses sentiments. Igor n'avait pas d'emploi stable, se débrouillant avec des revenus occasionnels, et Vera sentait que cela ne faisait qu'alimenter son besoin de pouvoir. Nona Arkadevna était une observatrice silencieuse, toujours prête à soutenir son fils. Vera ne se souvenait pas d'une seule fois où sa belle-mère avait pris son parti, même dans les disputes les plus insignifiantes, quand Igor était ouvertement grossier. Humiliait Vera. Nona Arvna restait silencieuse, un silence qui parlait plus fort que les mots. Parfois, en attrapant le regard de sa belle-mère, Vera ressentait un mélange de pitié et de mépris. Vera était épuisée mentalement et physiquement. Et la grossesse la mettait à rude épreuve. Et ce n'était pas seulement les nausées matinales ou les pieds enflés. Une lourdeur pesait sur son âme, restreignant ses mouvements, empoisonnant chaque respiration. Elle avait peur des conflits, de la solitude, de l'avenir, d'Igor lui-même. Elle se souvenait de comment tout avait commencé, des rendez-vous romantiques, des mots doux, des promesses d'amour éternel. Igor avait semblé attentif, attentionné, fort. Mais progressivement, comme un poison, la jalousie, la suspicion et un désir de domination s'étaient infiltrés dans leur relation. Vera avait essayé de résister, mais à chaque tentative, ses forces diminuaient. Elle s'était repliée sur elle-même, essayant de ne pas provoquer la colère d'Igor. Le jour du voyage à la clinique, elle se sentait particulièrement mal. Nausées, vertiges et maux de dos la tourmentaient. Mais Vera s'était levée silencieusement, avait enfilé sa robe la plus discrète et avait attaché ses cheveux en un chignon serré. Elle savait que tout faux pas, aussi petit soit-il, pouvait irriter Igor. Et elle l'attendait dans le couloir, regardant impatiemment sa montre. Nona Arvna était déjà assise dans l'entrée, habillée et prête à partir. Elle n'avait même pas jeté un coup d'œil à Vera. Pourquoi traînes-tu? Avait grommelé Igor en la saisissant par le bras. Nous sommes en retard. Vera avait tressailli à son contact brutal, mais n'avait rien dit. Elle y était habituée. Elle restait toujours silencieuse. Tout le trajet jusqu'à l'arrêt de bus, Igor s'était plaint de la circulation, des médecins, de la vie en général. Vera marchait à côté de lui, la tête baissée, essayant de ne pas attirer l'attention. Nina Ardvna suivait quelques pas derrière, silencieuse comme toujours. Une foule était déjà rassemblée à l'arrêt de bus. Vera sentait la nausée monter. Elle avait avalé difficilement et serré la main d'Igor plus fort. Je me sens mal, avait-elle murmuré. Tu te débrouilleras, avait rétorqué Igor sans ralentir. Le bus arrive. Le bus était bondé de gens pressés par leurs occupations en cette journée d'automne grise. Vera, enceinte de 9 mois, avait eu du mal à se faufiler dans l'allée, s'accrochant à la main courante avec une poigne blanche. Son ventre lui faisait mal, sa respiration devenait plus difficile et l'étouffement dans le bus était insupportable. Igor et Nona Arvna avaient suivi, ne se souciant pas de son état. Après quelques arrêts, une place s'était enfin libérée. Sentant ses jambes flageoler, Vera s'y était rapidement assise, ignorant les regards désapprobateurs des autres passagers. Elle était vraiment malade et son seul désir était de se reposer un instant. Soudain, comme un coup de tonnerre, la voix dure d'Igor avait retenti. Pourquoi es-tu assise là, ma mère est debout. Lève-toi immédiatement. Vera avait tressailli comme si elle avait été giflée. Les paroles d'Igor, grossières et humiliantes, l'avaient frappée comme un coup. Son visage s'était empourpré de honte et d'humiliation. Un silence tendu était tombé sur le bus. Les passagers avaient détourné le regard, faisant semblant que rien ne se passait. Personne ne voulait intervenir, personne ne voulait avoir affaire à cet homme grossier. Vera avait baissé les yeux, incertaine de ce qu'elle devait faire. Elle était habituée à céder, à obéir à la volonté d'Igor, à privilégier ses désirs aux siens. C'était plus facile ainsi, moins susceptible de provoquer une scène. Mais maintenant, dans ce bus bondé, sous les regards scrutateurs des étrangers, elle ressentait une honte insupportable. Honte de sa faiblesse, de sa lâcheté. Nina Aradivna, debout à côté d'Igor, avait jeté un regard méprisant à Vera. Ses yeux exprimaient un jugement sans équivoque. Elle avait toujours considéré Vera comme indigne de son fils,
faible et sans caractère. Voir l'hésitation de Vera maintenant ne faisait que confirmer son opinion. Vera sentait la nausée remonter. C'était comme si elle ne pouvait plus respirer. Une douleur aiguë lui traversa le ventre et elle le serra instinctivement. Igor, impatient de son manque de réaction, avait de nouveau élevé la voix. Qu'est-ce que je t'ai dit ? Lève-toi maintenant. À ce moment, une voix calme mais ferme était venue du fond du bus. Monsieur, ne criez pas sur une femme enceinte, ce n'est pas convenable. Tous les regards s'étaient tournés vers une passagère âgée debout à quelques mètres de Vera. C'était une femme chétive avec des rides de bonté autour des yeux et des cheveux gris soigneusement attachés en chignon. Son regard rayonnait de force intérieure et de sagesse. Igor, pris au dépourvu, était resté momentanément sans voix. Et elle n'était pas habituée à être défiée, surtout par des étrangers. Et la femme âgée, imperturbable face à sa confusion, avait continué. Jeune femme, vous n'êtes pas un objet et vous n'êtes pas sa propriété. Protégez-vous, pas sa fierté. Ces paroles avaient frappé Vera comme une révélation. C'était comme si elle se réveillait d'un long sommeil. Pour la première fois depuis des années, elle sentait que quelqu'un la voyait, non pas comme une extension d'Igor, non pas comme une fonction, mais comme une personne méritant le respect et l'attention. Des larmes lui montèrent aux yeux. Elle ne savait pas comment exprimer sa gratitude à cette étrangère. Igor, reprenant son sang-froid, avait essayé de répliquer. Occupez-vous de vos affaires, qui vous a demandé ? Mais la femme âgée l'avait simplement regardé, son regard un mélange de mépris et de pitié, et Igor s'était tu. Vera sentait des dizaines d'yeux sur elle, certains compatissants, certains curieux, certains jugeants. Mais aucun ne comptait autant que le nouveau sentiment qui montait dans sa poitrine. Ce n'était pas de la peur, ni du désir, ni une envie de se cacher. C'était de la résolution. Vera était restée silencieuse, ne se justifiant pas, ne s'excusant pas, n'essayant pas d'expliquer à Igor qu'elle était vraiment malade, que sa grossesse était difficile, qu'elle était épuisée. Ses explications étaient inutiles. Igor trouverait un moyen de la blâmer, de la faire honte ou de l'humilier, quoi qu'il arrive. Elle le savait aussi bien qu'elle connaissait ces tables de multiplication. A eu lieu de cela. Elle avait regardé la femme âgée. Dans ses yeux, elle n'avait pas vu de la pitié, mais du soutien, de la compréhension et de la fierté. Ce regard bref mais significatif avait été la goutte d'eau qui avait fait déborder le vase. Vera s'était levée comme une marionnette obéissant à la volonté de quelqu'un d'autre. Igor, sortant de sa stupeur, avait essayé de l'arrêter. Où vas-tu ? Avait-il sifflé en la saisissant par le bras. Je t'ai dit. Mais Vera avait retiré sa main, non pas durement, non pas grossièrement, mais avec une nouvelle dignité tranquille. Nulle part, avait-elle répondu, sa voix inhabituellement ferme et confiante. Je descends. Elle l'avait fait. Le bus s'était arrêté à l'arrêt suivant. Vera était descendue sur le trottoir sans regarder en arrière. Elle sentait le regard des passagers dans son dos, entendait les murmures indignés d'Igor, mais ne s'était pas arrêtée. Elle avait marché droit devant elle, ne sachant pas où. Sans idée de ce qu'elle allait faire ensuite. Mais pour la première fois depuis longtemps, elle se sentait libre. Libre du poids de la peur, de l'humiliation constante, du contrôle suffocant d'Igor. Libre de choisir son propre chemin. Les heures avaient passé comme un éclair. Vera avait erré dans les rues sans but, dérivant à travers les parcs et les places. Elle n'avait presque pas d'argent. Igor contrôlait ses finances, ses documents, ses biens. Tout était resté dans l'appartement. Elle se tenait à un carrefour, enceinte, sans ressources, sans soutien, mais avec une ferme résolution de changer sa vie. Qui pouvait-elle appeler ? Qui pouvait l'aider ? Elle n'avait pas de parents, pas de proches. Et elle n'y avait que son amie. Vera et Katia étaient amies depuis l'enfance. Elles étaient allées à l'école ensemble, avaient rêvé de l'avenir ensemble, avaient vécu leurs premiers amours ensemble. Mais la vie les avait séparés. Vera avait épousé Igor tandis que Katia avait déménagé dans une autre ville pour étudier. Elles se voyaient rarement, mais leur lien ne s'était jamais rompu. Vera savait que Katia était toujours forte et indépendante, toujours capable de se défendre, toujours claire sur ce qu'elle voulait de la vie. C'est peut-être pour cela que Vera l'avait évité dernièrement. Elle avait honte d'admettre à son amie à quel point sa vie était devenue pitoyable et insignifiante. Mais maintenant, elle n'avait pas le choix. Vera composa le numéro de Katia. Et la sonnerie sembla durer une éternité. Elle commençait à penser que Katia ne répondrait pas quand elle entendit enfin sa voix. Allô ? Katia, c'est moi, Vera. Le désespoir dans la voix de Vera était si palpable que Katia sentit immédiatement que quelque chose n'allait pas. Vera, que se passe-t-il ? Pourquoi as-tu l'air comme ça ? Vera hésita, ne sachant pas par où commencer. Comment pouvait-elle dire à son amie qu'elle, une comptable prospère, l'épouse d'un homme d'affaires soi-disant prospère, vivait en enfer ? Katja, j'ai besoin de ton aide, murmura-t-elle enfin. J'ai quitté Igor. Et elle y eut une pause à l'autre bout du fil. Vera retint son souffle, attendant la réaction de Katja. Tu l'as quitté ? Répéta Katja, sa voix portant la surprise mais pas le jugement, plutôt le soulagement. Es-tu sérieuse ?
Oui, répondit Vera doucement. Je ne peux plus le supporter. Où es-tu maintenant demanda Katia. Je ne sais pas, admit Vera. Je me promène dans la ville. Je n'ai pas d'argent, pas d'affaires, rien. Et ne sois pas idiote, dit Katia. Viens chez moi tout de suite. Je suis toujours à l'ancienne adresse, tu te souviens? Je te retrouverai là-bas. Vera sentit les larmes couler sur ses joues. Des larmes de soulagement, de gratitude, d'espoir. Merci Katia, murmura-t-elle. Merci beaucoup. Pas besoin d'être idiote, répondit Katia. Viens vite. J'ai déjà mis la bouilloire en marche. Vera essuya ses larmes et regarda sa montre. Il fallait environ 1 heure de bus pour se rendre chez Katia. Elle se dirigea vers l'arrêt de bus. Son estomac gargouillait de faim. Elle n'avait rien mangé depuis le matin et il était déjà soir. Mais Vera ne sentait pas la faim. Elle ne sentait que l'espoir. Lorsqu'elle arriva à l'appartement de Katia, Vera frappa timidement. Et la porte s'ouvrit et Katia apparut. Elle avait l'air un peu plus âgée, mais toujours aussi énergique et vibrante qu'avant. En voyant Vera, Katia halta et se précipita pour la serrer dans ses bras. Verka, s'exclama-t-elle. Enfin. Je suis tellement contente de te voir. Elle entraîna Vera dans l'appartement. L'appartement de Katia était petit mais confortable et propre. Des photos étaient accrochées au mur, des livres et des souvenirs tapissaient les étagères. Vera se sentait calme et en sécurité ici. Maintenant, raconte-moi ce qui s'est passé, dit Katia en faisant asseoir Vera à table. J'ai versé du thé. Nous mangerons quelque chose bientôt. Vera raconta tout à Katia. Comment elle avait épousé Igor par amour profond, comment il s'était progressivement transformé en tyran, comment il contrôlait sa vie, l'humiliait et l'insultait, comment elle le craignait, se sentait piégée et rêvait de liberté. Katia écouta en silence, remplissant occasionnellement la tasse de thé de Vera ou lui passant des sandwichs. Lorsque Vera eut terminé, Katia soupira et la serra dans ses bras. « Ma pauvre fille, dit-elle, tu as traversé tant d'épreuves. Mais ne t'inquiète pas, tout ira bien maintenant. Je vais t'aider. » Katia tint parole. Elle accueillit Vera, la nourrit, l'habilla, l'aida avec les papiers. Elle écouta les peurs et les plaintes sans fin de Vera, lui offrant soutien et encouragement. Vera vécut chez Katia comme dans un cocon tissé de soins et de calme. Après avoir fui le bus, après cet appel tremblant rempli de peur et d'espoir, elle se sentit en sécurité pour la première fois depuis des années. Le petit appartement confortable de Katia devint son sanctuaire, un endroit où elle pouvait simplement exister sans crainte ni reproche. Katia entoura Vera de chaleur et de compréhension. Elle ne posait pas de questions inutiles ni n'exigeait d'explications, se contentant de verser du thé tranquillement, de glisser un oreiller derrière le dos de Vera ou de lui tapoter la main. Elle savait que Vera n'avait pas besoin de pitié pour le moment, elle avait besoin de silence et de soutien. La première tâche de Vera fut de rassembler des documents. Malgré la difficulté de se déplacer avec son gros ventre, elle trouva la force de se rendre dans les bureaux gouvernementaux, de rassembler des certificats et de faire des copies. Chaque interaction avec les fonctionnaires était épuisante, mais elle savait qu'elle devait le faire pour elle-même et pour son futur enfant. Katia l'aida à trouver un bon avocat. La jeune femme écouta attentivement l'histoire de Vera, hocha la tête et dit « Vous avez un dossier solide. Prouver la violence psychologique est difficile, mais possible. Nous devons rassembler toutes les preuves, témoignages, enregistrements d'appels, rapports médicaux, tout ce qui peut étayer vos affirmations. » Vera se plongea dans le travail. Elle passa des heures devant l'ordinateur à trier de vieilles photos, à se souvenir de conversations et à noter tout ce qui pouvait être utile au tribunal. Le travail la distrayait de ses pensées pesantes et lui donnait un sentiment de contrôle. En tant que comptable, elle était habituée à l'ordre et à la précision, et maintenant, dans la période la plus chaotique de sa vie, elle recherchait cette même structure. Sa grossesse était difficile. Vera se sentait souvent faible, tourmentée par des maux de tête, mais elle essayait de les ignorer. Elle se concentrait sur son enfant, déterminée à être forte pour lui. Igor appela Katia à plusieurs reprises, la suppliant de lui dire où se trouvait Vera, puis la menaçant, criant et l'insultant. Katia raccrochait simplement. Elle savait qu'Igor pouvait être dangereux et évitait de s'engager avec lui. Vera était au courant de ses appels, mais essayait de ne pas penser à Igor. Elle l'avait effacé de sa vie comme s'il n'avait jamais existé. Elle se concentrait sur l'avenir, sur son enfant, sur la nouvelle vie qu'elle voulait construire. Enfin, le jour de l'accouchement arriva. Le travail de Vera fut long et difficile, mais lorsqu'on lui plaça le petit paquet chaud sur la poitrine, elle oublia tout.
Des larmes de joie remplirent ses yeux. Elle était devenue mère. Avec la naissance de son enfant, Vera découvrit une force incroyable en elle. Elle réalisa qu'elle pouvait tout faire, que toutes ses peurs et ses doutes étaient derrière elle. Maintenant, elle avait quelqu'un pour qui vivre, pour qui se battre. Elle nomma son fils Sacha. Le petit Sacha devint sa lumière, son espoir, son amour. Elle pouvait passer des heures à le regarder, à s'émerveiller de ses petites mains et de ses petits pieds, à écouter sa douce respiration. Quelques mois après l'accouchement, Vera demanda le divorce. Lorsqu'Igor l'apprit, il parvint à organiser une rencontre. Il la supplia de revenir, jura qu'il changerait, prétendit qu'il l'aimait et qu'il ne pouvait pas vivre sans elle. Vera le regarda calmement, indifféremment. Elle ne voyait plus l'homme qu'elle avait autrefois aimé. Devant elle se tenait un étranger, un homme pitoyable et faible. « Je ne reviens pas, Igor, » dit Vera fermement. « Je ne t'aime plus et je ne veux plus te voir. » Igor essaya de la persuader, la menaça, cria, mais Vera resta inébranlable. Elle savait qu'elle faisait le bon choix. Le divorce se déroula étonnamment bien. Igor ne contesta pas la décision du tribunal ni n'exigea de partage des biens. Il signa simplement les papiers et partit. Vera poussa un soupir de soulagement. Elle était libre. Libre d'Igor, de son contrôle, de ses humiliations. Elle loua un petit appartement dans un autre quartier de la ville, l'aménageant modestement mais confortablement. Elle acheta de nouveaux meubles, accrocha des tableaux au mur et plaça des fleurs sur le rebord de la fenêtre. Le soir, elle se promenait avec Sacha dans le parc, lui lisait des livres, lui chantait des chansons. Elle le regardait grandir, apprendre à parler, à marcher et à rire. Chacune de ces étapes remplissait son cœur de joie et de fierté. Elle pensait souvent à la vieille dame dans le bus, l'étrangère dont la seule phrase avait changé sa vie. Vera lui était reconnaissante de l'avoir aidée à se voir elle-même, de lui avoir donné l'impulsion vers une nouvelle vie. Vera n'avait plus peur. Elle savait qu'elle était une femme forte et indépendante, capable de tout, méritant le bonheur. Et elle était heureuse. Vera vivait une vie bien remplie, aimait et était aimée, élevait son fils, travaillait et poursuivait ses passions. Elle était libre. Pour la première fois, elle souriait non par politesse, mais par paix et bonheur. Souriant sincèrement, joyeusement, pour sa nouvelle vie, pour elle-même.